Bonjour à tous et bienvenue dans Recollection, un podcast où on parle culture et pop culture. Je vous propose mes recommandations de livres, de séries, de films, de musique autour d'un thème. Bonne écoute! Bienvenue dans l'épisode 2 de Recollection. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, je vous conseille quelques films, séries, livres et musiques à raison d'un thème par épisode, 2 fois par mois. Le premier épisode parlait du voyage dans le temps. Allez l'écouter si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on voyage de l'autre côté de la Manche, là où on mange des haricots au petit déjeuner, on sirote un thé à 17h et on chante God Save the King, une Guinness à la main en début de soirée à l'heure du match. C'est la nation de Margaret Thatcher, d'Elizabeth II et des Spice Girls, d'Henri VIII, d'Harry Potter, 10 pieds droits de David Beckham, sans oublier Henry Cavill, j'ai nommé le Royaume-Uni. Malgré des années d'hostilité entre nos pays, dont une guerre qui a duré 100 ans, ou plutôt 116 ans, nos voisins british ne sont plus nos ennemis. Bien qu'on les appelle encore les roast beef en période de tournoi des 6 nations, on sait maintenant apprécier leur qualité. Sauf gastronomique, faut pas déconner. Aussi bien en musique qu'en cinéma, les Britanniques sont forts, très forts même. J'adore leur côté brut, beaucoup moins lisse que les productions hollywoodiennes, avec cette esthétique singulière qui vous plonge directement au milieu des maisons de pierre de la campagne anglaise, de leurs châteaux ou des rues brillantes de Londres. J'adore mettre mes films et séries en VO, aussi bien pour l'élégant anglais RP de la reine et de l'aristocratie, que pour les accents incompréhensibles des régions plus éloignées de la capitale. Autre particularité de ce pays et de ses œuvres, c'est qu'elle est toute en paradoxe, avec une confrontation entre un monde hyper traditionnel, la monarchie, l'aristocratie, le tea time et les napperons en dentelle, les productions cinématographiques un peu cheesy et niaises, et de l'autre, un esprit revendicateur et irrévérencieux, ancré par une histoire de lutte sociale et de critique politique, pays du punk et de Camden Town. Ce contraste entre les tons est d'ailleurs visible dans les œuvres dont nous discuterons aujourd'hui. Je vous propose dans cet épisode ma sélection des meilleures séries de nos voisins britanniques. Avant Charles III, il y avait évidemment la reine Elisabeth II. Elle est née en 1926 et elle est décédée en 2022. Elle a régné pendant 70 ans sur le Royaume-Uni, dépassant le record du plus long règne d'un souverain anglais, détenu jusque-là par son aïeule Victoria. Pendant ces 7 décennies, Elizabeth Windsor a vu le monde se transformer, des nombreuses colonies anglaises devenues indépendantes jusqu'à la pandémie de Covid, en passant par le Brexit. Elle a vu se succéder pas moins de 15 premiers ministres, parmi ceux-là Winston Churchill, Margaret Thatcher ou encore Tony Blair. L'histoire de sa famille est constamment épluchée par les médias et inspire de nombreux artistes. Parmi les œuvres télévisuelles retraçant sa vie figure l'excellente série Netflix de Peter Morgan, The Crown. De 2016 à 2023, la série découpée en 6 saisons nous a plongé dans les événements retentissants entourant la couronne, de l'année 1947, quelques années avant le couronnement d'Élisabeth, à l'année 2002. Elle fait le choix de rassembler 3 générations d'acteurs afin de coller au mieux à l'âge réel des personnages. Et ça a été beaucoup discuté par les fans qui se sont énormément attachés, notamment à la première génération d'acteurs. Les saisons 1 et 2 sont effectivement magnifiquement portées par Claire Foy, que vous avez pu retrouver dans Millennium, First Man, ou plus récemment l'excellent Sans jamais nous connaître. Elle est entourée de Matt Smith, qui a joué dans Doctor Who ou House of the Dragon, de Vanessa Kirby, qui a joué dans Napoléon ou Pieces of a Woman, ou encore Jared Harris, de Tchernobyl ou The Terror. J'ai moi-même beaucoup d'affection pour les acteurs des 2 premières saisons, qui ont mis la barre très haut en nous rendant appréciables des personnages que l'on pourrait qualifier d'inaccessibles et loin de notre réalité. Et ça grâce à un enjeu très juste quand il s'agit de plonger dans l'intimité de la famille, qui ressent comme nous l'amour, le deuil, le devoir, la pression ou l'injustice. Les saisons 3 et 4 voient l'impeccable Olivia Colman comme interprète de la reine. Si vous ne connaissez pas encore cette actrice géniale, continuez à écouter cet épisode. On va la mentionner encore 1 ou 2 fois. Dans The Crown, sa performance est au sommet lors de l'épisode portant sur la tragédie d'Aberfan et dans l'épisode où son fils Charles la confronte autour de son affirmation identitaire qui est rendue caduque par la froide réponse de la reine. Autour d'Olivia Colman, on retrouve encore une fois une belle brochette d'acteurs. Malgré mon attachement pour la première génération d'acteurs, ça serait criminel de qualifier d'inférieur à la seconde quand on voit ce pédigré. Dans les 2 dernières saisons, vous retrouverez Imelda Staunton, qui est l'inoubliable Dolores Umbridge dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, pour jouer la reine au crépuscule de sa vie.
Autour d'elle, Jonathan Pryce, Dominic West et surtout Elizabeth Debicki qui interprète Lady Diana et vole complètement la vedette à la reine. Cette actrice, vous l'avez certainement vue dans Tenet par exemple, elle est magnifique et porte merveilleusement bien le rôle. Je vous parle depuis déjà quelques minutes de The Crown en ne mentionnant que l'excellent casting, et pourtant ce n'est qu'une infime partie de la qualité de cette série. La bande originale par exemple, elle est incroyable. Les premières notes de son générique vous plongent directement dans l'atmosphère solennelle et dramatique de Buckingham Palace, grâce à une composition du grand Hans Zimmer. L'esthétique de ce générique n'est pas en reste, avec la formation de la couronne, pièce par pièce, détail par détail, sur un fond sombre. Le reste de la BO est également brillante, aussi bien entre les mains de Rupert Gregson-Williams que celle de Martin Phipps qui a pris le relais après. Même si j'ai une énorme préférence pour ce dernier, et en particularité la bande originale de la saison 4 qui est exceptionnelle. La cinématographie de The Crown est également magnifique. Sa photographie, la mise en scène, le rythme, les décors, les costumes, tout est hyper soigné. Le scénario également, qui vogue entre les événements historiques, l'évolution de la société et l'intimité de la famille royale. Il y a des ponts tracés entre l'histoire avec un grand H et les personnages, et ça les rend humains et profondément attachants. J'ai mis un petit bémol quand même sur la mise en scène de la mort de Diana, que j'aurais pensé un petit peu plus sobre et subtil venant de cette série d'exceptions. Bon, à l'échelle de 6 saisons, le nombre de défauts que l'on peut trouver à cette série est infime comparé à ses impressionnantes qualités. Bref, je pourrais encore vous parler de The Crown pendant des heures et je commence à manquer de superlatifs, alors foncez sur Netflix pour la découvrir, et nous on passe à la seconde œuvre de notre épisode. Nous restons dans le monde distingué de l'aristocratie anglaise avec Downton Abbey. C'est une série qui est diffusée sur ITV1 et qui a été créée par Julian Fellowes en 2010. On y suit le quotidien de la famille Crawley et de leurs domestiques. L'intrigue commence au lendemain du naufrage du Titanic, lorsque les personnages apprennent que l'héritier du titre de Lord Grantham décède. Le problème, c'est qu'il a 3 filles et elles ne peuvent pas prétendre à cet héritage. Débarque alors le nouveau successeur Matthew qui découvrira avec nous les règles strictes régissant la vie de château. La série compte 6 saisons et 2 films déjà sortis, un 3e étant en production, avec sa sortie prévue pour cette année 2025. Le principal point fort de cette série est l'écriture de ses personnages. Ils sont tous intéressants et ils évoluent au fil de l'intrigue. Parmi eux, on a la froide Mary, interprétée par Michelle Dockery, le séduisant Matthew, joué par Dan Stevens, la chaleureuse femme de chambre Anna, mais surtout, la comtesse douairière Lady Violette Grantham. Elle est interprétée par Maggie Smith, que vous connaissez probablement pour son rôle du professeur McGonagall dans la saga Harry Potter. À elle seule, vous avez déjà un bon quart des qualités de la série, autant pour son interprétation soignée que pour les punchlines hilarantes de son personnage. Dans mes préférés, j'hésite entre « C'est quoi un week-end ?» ou « Ne sois pas défaitiste, ma chère, ça fait très classe moyenne ». Ou alors, quand sa belle-fille lui donne raison, elle répond « Quelqu'un peut-il noter cela par écrit ?» À part ce piquant personnage, attendez-vous à quelque chose d'assez doudou, plein de bons sentiments et au manichéisme parfois un peu simpliste. Downton Abbey s'emprunte beaucoup de ressorts du soap opéra, et on restera surtout pour le plaisir que l'on a à retrouver les protagonistes et leur histoire d'amour contrarié, les affrontements entre membres du personnel, les scandales entachant la réputation des filles de l'aristocratie, les morts parfois brutales qui marquent une famille, et parfois imposées par le départ de certains acteurs, et les conséquences liées au mauvais placement d'un valet qui présente la marmite de soupe trop haut par rapport au protocole exigé par le majordome. C'est drôle parce que, dit comme ça a l'air chiant au possible, mais pourtant, c'est ce qui fait toute la saveur de cette série. Cet intérêt égal que l'on porte aux rebondissements plus ou moins retentissants dans le quotidien de cette demeure majestueuse. L'autre force de la série, c'est l'immersion historique que nous procurent les costumes et les décors. Le château de Highclere occupe tout de même la moitié des affiches promotionnelles de chaque saison. Il ouvre et clôture le générique, parce que c'est l'autre star de cette série. La bâtisse sert de décor au plan extérieur et à certaines pièces de la maison, comme le hall et son escalier, la salle à manger ou encore la magnifique bibliothèque. Oh, je rêve de me lever dans un des fauteuils près de la cheminée pour me plonger dans un roman. Une tasse de thé à la main avec le chien de la maison à mes pieds, entouré de ses étagères en bois massif recouvrant les murs, les lustres en cristal et l'imposant piano à queue.
À savoir que le château se visite si vous êtes un grand fan de la série. Moi j'espère m'y rendre un jour et me prendre pour Sibylle, Rose ou Marie. Vous pouvez actuellement retrouver la série et le premier film sur Netflix et le second film en VOD. Changement de registre pour la troisième et dernière série de cet épisode. Nous sommes à Londres, à notre époque, et on suit une héroïne accro au sexe et kleptomane qui tente maladroitement de mener sa vie de trentenaire. C'est le pitch pas très attirant de Fleabag, série de 2 saisons lancée en 2016, initialement diffusée sur BB3 et coproduit par Amazon Studios. Elle est créée et jouée par Phoebe Waller-Bridge, à qui l'on doit également la série Killing Eve. Pitch pas très attirant donc, et pourtant, cette série est un petit joyau d'écriture. L'humour y est décapant, noir et cynique. Le personnage de Fleabag, sac à puce en français, est complètement borderline, fauché, paumé au milieu d'une famille profondément dysfonctionnelle et mal dans ses pompes après la mort brutale de son ami. Les autres personnages ne sont pas en reste. Entre la sœur coincée, le beau-frère malsain, la belle-mère passive-agressive jouée par Olivia Colman dont on a parlé plus tôt, et le prêtre sexy de la saison 2, c'est littéralement le nom du personnage, interprété par le génial Andrew Scott. On a de très belles citations sur l'amour, comme « Je ne sais pas quoi faire de tout cet amour que j'ai pour elle, je ne sais pas où le mettre maintenant qu'elle n'est plus là. » Ou alors « Je pense que tu sais aimer mieux que la plupart d'entre nous et c'est pour ça que ça te fait aussi mal. » Il y en a une autre encore plus importante, mais elle risquerait de vous spoiler le tout dernier épisode, alors je vous laisse la découvrir de vous-même. À côté de ces belles citations, on en a aussi des beaucoup plus drôles, comme « Je m'inquiète parfois du fait que je ne serais pas aussi féministe si j'avais des seins plus gros » ou « Ne me rends pas optimiste, ça ruinerait ma vie ». Je ne vous réciterai pas les nombreuses blagues osées, parce que mes parents écoutent ce podcast, coucou papa, et elles sont de toute façon beaucoup plus savoureuses quand vous les découvrez en contexte dans la série. Les 2 saisons sont vraiment chouettes en termes d'intrigue, avec une quête de soi dans la saison 1 et la relation entre les 2 sœurs, les allées et venues d'un personnage apparemment secondaire, mais qui va donner de la profondeur à l'évolution morale de Fleabag, et la scène dantesque de la sexibition qui vient terminer le dernier épisode. En saison 2, après une ellipse temporelle, on retrouve Fleabag dans un épisode absolument génial, tournant autour d'un dîner de famille. La rencontre avec le personnage du prêtre vient apporter un vrai plus à la série grâce à Andrew Scott, tant par son jeu d'acteur que par l'alchimie entre les deux. J'ai une préférence pour cette saison, parce qu'en retirant un bon nombre de scènes de sexe, on va pas se le cacher, ça prenait beaucoup de place en saison 1, on y gagne pour explorer tout le reste. J'aimais aussi les blagues autour de la religion, qui sont nombreuses dans cette saison évidemment, et la brillante conclusion à la fois de l'intrigue de la saison et de la série. Malgré son succès, en fait, il n'y aura pas de 3e saison. Et même si c'est frustrant vu la qualité de cette œuvre, on ne peut que saluer la volonté de rester sur une très bonne note. Ce qui fait aussi la force de cette série, c'est le 4e mur qui est complètement brisé et qui vient apporter un lien unique entre la protagoniste et le spectateur. Fleabag vient constamment nous livrer ses ressentis, ses commentaires et ses monologues intérieurs. Le jeu d'acteur de Phoebe Waller-Bridge y est aussi pour beaucoup dans ses courts et fréquents moments de tête-à-tête avec le spectateur. Et je pense que c'est aussi grâce à ces moments privilégiés avec le personnage qu'on l'apprécie. Parce qu'elle est tellement bourrée de défauts que l'on pourrait vite la juger. Pourtant, il y a une énorme fragilité derrière ce cynisme exacerbé, qu'elle cache tant qu'elle est difficile à aimer, pour reprendre les mots de son père. Ce 4e mur brisé fait écho au One Woman Show qui est à l'origine de la série. Vous la retrouverez donc sur Prime Video. Quelques mentions honorables pour la série déjà de la BBC Sherlock, avec un duo génial d'acteurs, Benedict Cumberbatch dans le rôle du célèbre Sherlock Holmes, et Martin Freeman en Dr John Watson, pour une adaptation contemporaine de la série de livres écrite par Arthur Conan Doyle. On y retrouve également Andrew Scott, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans le rôle de Moriarty, l'ennemi de Sherlock. Rien de plus à dire à part vous inviter à découvrir cette série haletante et parfaitement interprétée sur Netflix. Autre duo d'acteurs dans la série policière Broadchurch, diffusée par ITV avec David Tennant, que vous avez pu découvrir dans Doctor Who, Jessica Jones et Olivia Colman, dont on a déjà parlé 2 fois aujourd'hui. Il y a aussi Jodie Whittaker, qui est une autre Doctor Who, et elle a un rôle important dans cette série qui suit l'enquête autour de la mort d'un jeune garçon au sein d'une communauté britannique.
L'enquête est prenante, comme ce que l'on exige d'un récit policier. La conclusion de la saison 1 est terrible et les acteurs jouent impeccablement bien. Je n'ai pas encore vu les saisons 2 et 3, mais ça ne saurait tarder. À retrouver sur Canal+. Encore un duo de personnages portant une série anglaise dans The End of the Fucking World, diffusée par Channel 4 et disponible sur Netflix. On y suit les jeunes James et Alyssa, respectivement joués par Alex Lawther et Jessica Barden, qui partent en quête du père de celle-ci, alors que lui est persuadé d'être un psychopathe né et rêve de la tuer. J'ai notamment été bluffée par la performance d'Alex Lawther, que j'espère retrouver dans plus de productions. Je l'avais vu dans la dernière série dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui est Black Mirror. Série anthologique nous mettant en garde sur nos rapports aux technologies, un épisode, une histoire, comme des dizaines de courts-métrages reliés par ce synopsis. J'aimerais toutefois vous demander de ne pas vous arrêter au premier épisode qui est ultra malaisant, malgré la présence à l'écran de Rory Kinnear que j'aime beaucoup. Honnêtement, j'ai du mal à comprendre ce choix d'ordre des épisodes vu le dégoût que cet épisode suscite et qui a rebuté un grand nombre de spectateurs qui ont arrêté le visionnage après cet épisode. J'ai même envie de vous dire, ne commencez pas par l'épisode 1, regardez les autres parce que de toute façon ça ne suit pas, et revenez voir cet épisode que quand vous serez sûr d'aimer la série. Elle a d'énormes qualités en termes d'ambiance, d'intrigue et de rebondissement, d'acteurs et d'écriture. Mes préférences vont aux épisodes suivants. Bientôt de retour, avec Donald Gleeson dont je vous ai parlé dans l'épisode 1, Chute libre, Tais-toi et danse, Pandey le DJ et San Junipero. La qualité de la série décline malheureusement à partir de la saison 5, mais on passe malgré tout encore de bons moments. Vous l'aurez compris, le Royaume-Uni regorge de productions d'exception et j'ai encore de nombreuses œuvres à découvrir. Je ne vous ai qu'à peine parlé de la série britannique par définition, qui est Doctor Who, car je ne l'ai pas vue. J'avoue que devoir rattraper les 13 saisons me freine un peu. Et pourtant, le casting est alléchant et le synopsis indique qu'on y voyage dans l'espace et le temps, alors ça m'a l'air vraiment très sympa. Je n'ai pas non plus mentionné l'évident Mr Bean, porté par l'hilarant Rowan Atkinson, référence comique par excellence quand on pense à nos voisins anglais. Cet épisode n'est que le premier d'une série portant sur les œuvres britanniques. Je parlerai bientôt des meilleurs films et des artistes musicaux incontournables, car ce que les British savent parfaitement faire, c'est de la musique. J'espère que cet épisode vous a plu et que vous avez pu y trouver des séries que vous n'avez pas encore vues ou que vous avez été heureux de retrouver. Dites-moi si vous avez découvert quelque chose et ce que vous en avez pensé, ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à soutenir ce podcast en le partageant autour de vous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bye!